Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, aujourd'hui on va finir les cornettos. C'est parti pour The World's End. What do we do? Let's finish our drinks. Nous sommes en 1993. Edgar Wright, 19 ans, entreprend un marathon avec ses amis dans sa ville natale de Wells. L'objectif, une nuit, 15 pubs, 15 pintes. Ah, la fougue de la jeunesse. Wright tiendra le coup le temps de 6 pintes avant de finir complètement torché. Je vous épargne les détails concernant le vomi, mais la légende raconte que ce soir-là, il y en a eu. Quelques années plus tard, en 95 pour être exact, Wright se lance dans l'écriture d'un script baptisé Crawl, inspiré de cette fameuse nuit. Ça ne va cependant pas plus loin que le stade de l'écriture, et le script finit dans un tiroir. 4 ans plus tard, en 2000, alors que Wright vient de finir de tourner la première saison de Spaced, il se retrouve à Wells avec ses amis Simon Pegg et Nick Frost. Il décide alors de leur lancer le défi du marathon, histoire de revivre cette fameuse nuit, comme s'il souhaitait retrouver ses 19 ans. Résultat, il tient 4 pintes. En 2007, pendant la tournée promotionnelle de Hot Fuzz, Wright se remémore alors Crawl, ce script jamais produit. En l'état, le scénario n'est pas vraiment utilisable. En effet, Wright a désormais 33 ans et les thématiques du script ne résonnent plus autant en lui qu'à l'époque où il l'a écrit. Cependant, l'idée de base lui plaît toujours. Il en parle donc à Simon Pegg et à force de discussion, le concept évolue, les thématiques également, et c'est toute l'histoire qui se dévoile à eux de façon étonnamment organique. Ce sera donc ça, le troisième volet de ce qui est désormais reconnu comme la trilogie Cornetto. Son titre, The World's End. La fin du monde. Référence à un pub de Camden qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils font part de leur idée à divers amis, notamment Quentin Tarantino qui est enthousiaste, ainsi qu'à Eric Fellner, producteur chez Working Title et ami de Wright depuis Shaun of the Dead. Cependant, pour diverses raisons, cet opus devra attendre, notamment car Pegg et Wright ont tous deux des projets sur le feu. Wright est en effet embauché par Peter Jackson et Steven Spielberg pour plancher sur le script de Tintin et le secret de la licorne. Rien que ça. Ceci fait, il enchaîne avec un projet sur le feu depuis 2004, l'adaptation du comic Scott Pilgrim pour Universal, doté d'un budget de 85 millions de dollars. Et vu ce dont il est capable avec seulement 8 millions de livres, on pouvait s'attendre à du lourd. Le réalisateur accouche donc d'une vraie tuerie complètement déjantée, visuellement incroyable, bref, inédite dans le paysage cinématographique, et qui a bien évidemment fait un gros flop à sa sortie en 2010. Matez-le, c'est trop bien. Mais Wright ne se laisse pas abattre, il a déjà un autre projet, Ant-Man pour Marvel Studios, sur un scénario qu'il a lui-même écrit. Concernant Simon Pegg, il enchaîne les rôles que ce soit en Angleterre ou dans de grosses productions hollywoodiennes. Il hérite en effet du rôle de Scotty dans le Star Trek de J.J. Abrams sorti en 2009, puis son personnage de Benji de Mission Impossible 3 passe au premier plan dans le 4e opus de Brad Bird sorti en 2011. Bref, l'acteur fait son petit bonhomme de chemin. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il oublie son pote de toujours, son complice, son ami, son bro forever. Je parle bien sûr de Nick Frost. En effet, les deux amis ont une idée qui leur trotte dans la tête depuis la sortie de Shaun of the Dead en 2004 et il est désormais temps qu'elle voit le jour. Ils plongent donc sur ce qui formera leur première collaboration écrite, Paul, comédie de science-fiction où ils incarnent deux geeks anglais qui tombent sur un alien pendant leur road trip aux USA. Un film pas extraordinaire mais relativement sympatoche, pour résumer. Le film a cependant du mal à rentrer dans ses frais sur le territoire américain, et même s'il se rattrape avec les recettes internationales, Pegg et Frost peuvent dire adieu à leur projet de suite. Oh. Nous sommes donc en 2011. Simon Pegg est en plein tournage de Star Trek Into Darkness et Edgar Wright planche sur Ant-Man avec les studios Marvel. Bref, les deux hommes sont très occupés quand soudain, ils apprennent une terrible nouvelle. Leur producteur et ami Eric Fellner vient de se faire diagnostiquer d'un cancer. Fellner, ce n'est pas n'importe qui pour Wright. C'est en effet grâce à lui que Shaun of the Dead a pu être produit en 2002. C'est lui qui y a cru alors que toutes les boîtes de production anglaises avaient rejeté le projet. Bref, sans lui, les choses auraient été bien différentes pour Edgar Wright et Simon Pegg. Choqué par cette nouvelle, Wright se remémore alors l'enthousiasme manifesté par Eric Fellner lorsque l'idée de The World's End lui fut présentée 4 ans plus tôt. Un enthousiasme qui n'a cessé de croître avec les années, ce dernier n'ayant jamais manqué une occasion de rappeler à Wright qu'il croyait fermement en ce film et qu'il l'attendait impatiemment. Ainsi, la situation tragique pousse Wright à lancer la machine pour tenir la promesse faite à son ami et parce qu'il s'en voudrait terriblement si l'état de Fellner empirait au point qu'il ne puisse pas voir le film fini. Wright et Pegg aménagent donc leur planning et à peine une semaine après avoir appris la nouvelle, ils sont sur le pied de guerre. Ainsi, après ces 4 années chacun de leur côté, après avoir vécu réussite et échec, bref, après avoir grandi, Simon Pegg et Edgar Wright se retrouvent enfin pour conclure la trilogie Cornetto. Au nom de l'amitié, et ça c'est beau. Les deux amis s'installent donc à Beverly Hills, dans le bureau même de Fellner, prêté par ce dernier alors en pleine chimiothérapie. Plus encore que sur Shaun of the Dead et Hot Fuzz, l'écriture de ce nouveau film allait avoir un côté réellement personnel pour les deux auteurs. Notamment car cette fois-ci, ils n'écriraient pas seulement pour eux ou pour les fans, ils écriraient pour leur ami malade. Mais de quoi parlerait donc The World's End? Le pitch de base provient en fait du fameux marathon de Wright en 92 et la thématique de sa seconde tentative loupée en 2000. Wright trouvait qu'il y avait là quelque chose à développer, à savoir la nostalgie et le fait de courir après sa jeunesse comme une quête de gloire passée. Ce seraient là les thèmes développés au sein du script. Comme quoi, une nuit de beuverie ça peut être vachement porteur de réflexion. Mais à quel genre s'attaquerait-il cette fois? Si Shaun of the Dead provenait de leur amour commun pour les films de zombies et Hot Fuzz de leur envie de faire un film d'action, il serait cette fois-ci question de science-fiction. Cependant, contrairement aux deux opus précédents, les références seraient plus littéraires que cinématographiques. Leurs principales inspirations, l'invasion des profanateurs de Jack Finney et le jour des Triffids de John Wyndham. Le film allait donc traiter d'une invasion extraterrestre prenant place pendant qu'un groupe de quarantenaires se lance dans une tournée des pubs. En gros.
Contrairement à Hot Fuzz, l'écriture de ce nouveau script fut étonnamment simple, les deux auteurs ayant bénéficié de 4 ans pour faire mûrir leurs idées. Ils bataillèrent néanmoins sur l'acte 3 du film, peu satisfaisant selon eux, et qu'ils durent réécrire entièrement. Ce petit souci mis à part, l'écriture avançait efficacement et le script fut rapidement prêt. La phase de casting débuta donc. Cette fois-ci, contrairement aux deux films précédents qui tournaient principalement autour des deux personnages incarnés par Peggy et Frost, le film serait centré autour d'un groupe de 5 personnages. Il fallait donc 3 excellents acteurs pour donner la réplique à Peggy et Frost. Ainsi, Wright pensa immédiatement à Martin Freeman. En effet, il tenait à donner à l'acteur un vrai rôle après son caméo de Shaun of the Dead et sa petite apparition dans Hot Fuzz. Ce fut ensuite au tour de Paddy Considine, également familier de la trilogie après avoir incarné le moustache Ivan Wright dans Hot Fuzz. Le 5e homme fut donc Eddie Marsan, prolifique acteur qu'on a pu voir dans Sherlock Holmes et récemment dans The Gentleman de Guy Ritchie. Ce fut ensuite au tour de Rosamund Pike, inoubliable Amy Dunn du Gone Girl de David Fincher, de rejoindre le projet. Et elle a joué dans Doom aussi. Gros plaisir coupable. Personne n'est parfait. Très impliquée, l'actrice demande aussitôt à Wright s'il s'est inspiré d'une connaissance à lui pour créer son personnage. Wright répond par l'affirmative, il s'agit d'une de ses ex. Quand elle apprend qu'il est toujours en contact avec elle, Pike saute sur l'occasion et décide d'aller la rencontrer pour préparer au mieux son rôle. Enfin, le légendaire Pierce Brosnan rejoignit le projet, devenant ainsi le deuxième James Bond à intégrer la trilogie Cornetto après Timothy Dalton. Ce fut donc l'occasion d'une petite réunion entre Pierce Brosnan et Rosamund Pike qui incarnait une James Bond girl dans Meurt un autre jour. The world is so small. Doté d'un budget de $20 millions, soit le plus élevé de la trilogie, le tournage commence enfin le 28 septembre 2012 dans le comté du Hertfordshire. Et c'est encore un tournage complexe. Prenant place principalement de nuit, riche en effets spéciaux et en cascades diverses, c'est de nouveau un vrai challenge qui se présente à Edgar Wright et son équipe. Heureusement, l'expérience acquise sur le tournage de Scott Pilgrim, qui fut très complexe techniquement avec des effets spéciaux omniprésents, va s'avérer extrêmement utile pour Wright. Il ramène d'ailleurs avec lui quelques collaborateurs ayant travaillé sur ce projet, notamment le superviseur des effets spéciaux Fraser Churchill et le directeur de la photographie Bill Popp, dont les faits d'armes comprennent entre autres Matrix et les Spider-Man de Sam Raimi. Un homme avec une certaine expérience du métier. Il y a également une certaine pression relative à l'acteur Martin Freeman. En effet, ce dernier est encore engagé sur le Hobbit et doit donc rapidement tourner toutes ses scènes avant de repartir en Nouvelle-Zélande. C'est donc la course contre la montre, mais Wright sera de taille à relever le défi. Comme si on en doutait. Du côté des acteurs, ça ne sera pas de tout repos non plus, et le tournage va s'avérer très physique pour eux. Le film est en effet riche en scènes de combat, et ils devront donc s'entraîner pour apprendre les chorégraphies à la perfection, ce qu'ils feront à l'aide du coordinateur des cascades Brad Allen, habitué des films de Jackie Chan. L'autre entraînement qu'ils devront subir consistera à apprendre à descendre une pente en moins de 7 secondes pour un des plans du film. Si Paddy Considine, Eddie Marsan et Nick Frost en sont capables sans souci, c'est plus compliqué pour Simon Pegg et Martin Freeman. La décision sera donc prise d'utiliser des verres truqués qui, par illusion d'optique, donnent l'impression d'être remplis, alors qu'ils ne contiennent en réalité qu'un cinquième d'une pinte. La magie du cinéma. Le tournage s'achève finalement le 21 décembre 2012. Ce qui est quand même dingue pour un film qui s'appelle La fin du monde. Concernant la partie montage, Wright allait faire des infidélités à Chris Dickens, qui avait monté Shaun of the Dead et Hot Fuzz, et fit donc appel à Paul McLeese, son monteur sur Scott Pilgrim, qui avait également travaillé avec lui sur la série Spaced. Les effets spéciaux sont quant à eux gérés par la société Double Negative, et la musique est confiée au compositeur Steven Price. Au bout de quelques mois, le film est prêt pour sa première londonienne le 10 juillet 2013, avant sa sortie nationale le 19 juillet. Avec des recettes s'élevant à 2 millions de livres lors de son premier week-end d'exploitation, le film est un joli succès, bien que nettement inférieur aux 5 millions de Hot Fuzz. En tout et pour tout, The World's End rapportera $46 millions, une nouvelle fois très loin de Hot Fuzz et ses 80 millions. C'est donc une légère déception point de vue box-office, le film étant, comme je l'ai dit plus tôt, le plus coûteux de la trilogie. Point de vue critique par contre, le film est toujours aussi bien accueilli. Et la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le producteur Eric Fellner a vu le film, l'a adoré et a même vaincu le cancer. C'est pas beau ça? The World's End, ou le dernier pub avant la fin du monde en France, raconte donc l'histoire de Gary King. Éternel adolescent de 40 ans, Gary se met en tête de réunir sa bande de potes de l'époque le temps d'une nuit, ce pour entreprendre un marathon de 12 pubs inachevé il y a plus de 20 ans. Cette fois-ci, ils iront jusqu'au bout, jusqu'au pub de la fin du monde. Le groupe d'amis se retrouve donc embarqué sans grand enthousiasme dans leur ville natale de Newton Haven, mais les choses finissent par déraper. La ville est en effet contrôlée par une entité qui remplace petit à petit les êtres humains par des robots. Le groupe d'amis devra donc lutter à la fois contre cette invasion de robots, contre leur fort taux d'alcoolémie et contre Gary lui-même qui est bien décidé à boire une pinte dans chacun des 12 pubs, quoi qu'il en coûte. Du coup, The World's End... J'adore. J'adore les 3 opus, vous l'aurez remarqué, mais celui-là, il a un truc en plus. Et c'est marrant parce que pour beaucoup de monde, c'est l'opus le moins bon. En général, la préférence va soit à Hot Fuzz, soit à Shaun of the Dead. Et moi, je suis un petit peu à contre-courant, vous voyez. Du coup, ouais, The World's End, c'est mon préféré de la trilogie, et voilà pourquoi. Comme d'hab, je vous conseille de voir le film avant d'aller plus loin. Déjà, comme à son habitude, Wright nous offre un film visuellement léché. On sent qu'il a pris en maturité en tant que metteur en scène, clairement grâce à l'expérience Scott Pilgrim, et plus que jamais, maîtrise et précision définissent son travail sur cet opus. Aussi à l'aise dans les scènes de dialogue que dans les scènes d'action, Wright est désormais un réalisateur accompli, et comme avec Hot Fuzz, on n'imagine pas un seul instant que le film a été réalisé avec un budget modeste. Même si pour une production anglo-saxonne, c'est quand même un sacré budget. Les effets spéciaux sont d'ailleurs vraiment soignés, et pour la petite anecdote, le design des robots, conçu par Oscar Wright, le frère
frère d'Edgar, fut inspiré par le poster de The Thing de John Carpenter. En effet, sur ce dernier, on pouvait voir une silhouette humaine dont le visage laissait émaner un intense halo lumineux. Extraordinaire film d'ailleurs, The Thing. Faudra que j'en parle un de ces quatre. Bref, une fois de plus, Red signe un film extrêmement dynamique avec des scènes d'action complètement dingues. Le premier combat du film entre le groupe et une bande de robots prend la forme d'un long plan séquence. C'est bien sûr truqué avec quelques coupes invisibles, mais les plans ont dû être tellement galères à tourner. Entre la chorégraphie des acteurs, celle de la caméra plongée au milieu de l'action et les effets spéciaux, le résultat est juste impressionnant. De manière générale, le film compte certaines des meilleures scènes de combat de ces dernières années. Cependant, on remarquera que Wright utilise moins de ses gimmicks de mise en scène que d'habitude. Si on retrouve bien évidemment son style discernable entre mille, il fait appel à beaucoup plus de sobriété. Marrant pour un film sur un barathon, la sobriété. Mais cette mise en scène est en accord avec l'atmosphère pesante et parfois oppressante du film. En effet, The World's End est bien plus sombre et profond que ses aînés. Si Shaun of the Dead et Hot Fuzz disposaient tous deux de leur côté obscur, The World's End va beaucoup plus loin. En résulte un film profondément et étonnamment tragique. Clairement, les circonstances de l'écriture n'y sont pas étrangères avec le cancer du producteur Eric Fellner, mais certains des thèmes abordés, comme la dépression et l'alcoolisme, proviennent en fait tout droit de Simon Pegg. En effet, l'acteur, diagnostiqué dépressif depuis l'âge de 18 ans, sortait tout juste vainqueur d'un combat contre l'alcoolisme lorsqu'il a commencé l'écriture du film. Ainsi, le script est rapidement devenu le plus personnel qu'il ait jamais écrit, et le personnage de Gary King celui dont il se sent le plus proche. Autant dire que Pegg est juste extraordinaire dans ce qui constitue selon moi le rôle de sa vie. Bref, plus que jamais, les personnages de cet opus disposent d'une réelle profondeur, chacun étant amené à un moment ou à un autre à faire face à ses démons. Après, ça ne veut pas dire pour autant que le film renie son aspect comique, il compte d'ailleurs certaines des répliques les plus drôles de la trilogie. Mais de manière générale, c'est bien le drame qui l'emporte. Les ruptures de ton, très chères à Wright et Pegg, sont plus présentes que jamais, et on peut passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. La maîtrise. L'aspect scénaristique est donc toujours aussi soigné, et on va de surprise en surprise, le film ne choisissant jamais la facilité. On retrouve également le foreshadowing, très cher à Pegg et Wright, et ce dès le prologue du film. Dans cette séquence, Gary King nous raconte la fameuse nuit du premier barathon, et si on y prête bien attention, tous ces événements préfigurent ceux qui vont avoir lieu pendant le film. Il y a aussi les noms des 12 pubs qui ont tous un rapport avec l'événement qui s'y produit, et bien évidemment des répliques comme Anyway, 5 sounds much better. I think they missed the trick only having 3, because if they'd have 5, then 2 could have died and they still have 3 left. Tu crois pas si bien dire. ou encore Take a moment to look upon it in its original colors, boys, for tonight we paint it red. Ce qui est effectivement le cas à la toute fin du film. Une nouvelle fois, les deux auteurs ne laissent rien au hasard, et un tel dévouement ça fait plaisir. C'est tellement rare. Si j'ai évoqué Simon Pegg et son rôle de Gary King, le reste du casting est également impeccable, avec un Nick Frost en très grande forme qui nous offre lui aussi sa meilleure performance de la trilogie. Une nouvelle fois, la dynamique entre les deux personnages est inversée, Pegg incarnant cette fois-ci le personnage immature et Frost le plus responsable. Dans tous les cas, ils s'en sortent avec les honneurs, nous démontrant l'étendue de leur talent d'acteur à travers cette trilogie. Aucune fausse note non plus dans la BO elle-même, que ce soit la compile des morceaux ou les compositions de Steven Price, rien à redire. Mention spéciale à la séquence où le groupe marche en rythme sur Alabama Song des Doors, ça me fera toujours mourir de rire. Parlons maintenant plus en profondeur des thématiques du film. Comme je l'ai dit plus tôt, le film est infiniment plus mature que les deux précédents dans les thématiques abordées. Wright et Pegg ont grandi, et ça se ressent. The World's End raconte ainsi l'histoire d'un homme qui court tout droit vers sa propre destruction, Gary King. Au premier abord, c'est un type insupportable et immature, un parasite porté sur la drogue et l'alcool, qui manipule ses amis pour obtenir ce qu'il souhaite. Bref, Gary a beau avoir la quarantaine, il semble n'avoir jamais quitté l'adolescence, comme s'il s'y refusait. Et on tient là le thème principal du film, notre rapport au passé. Le méchant du film, c'est la nostalgie. La nostalgie empêche Gary d'évoluer, ce qui fait que ce dernier vit dans le passé. Son envie de boucler ce fameux barathon avec ses amis est en réalité assimilable à une quête de jeunesse révolue. Mais que viennent faire les robots dans tout ça? Les robots du film représentent en fait la société actuelle, une société uniformisée dans laquelle Gary n'a jamais su trouver sa place. En gros, on pourrait dire qu'il représente le présent. Ce qui entre en contradiction avec Gary, qui représente le passé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le réseau a débarqué sur Terre exactement le soir du premier barathon. À partir de ce moment-là, le monde a évolué, alors que Gary a complètement stagné. Symboliquement, c'est donc très significatif, les robots représentant la némésis ultime de Gary, aux valeurs complètement opposées aux siennes. You're all slaves, and I am free. Well, the word robot actually comes from an old Czech word, robotnik, meaning slave. Petite parenthèse, c'est intéressant de noter que les robots et le réseau sont un mix des zombies de Shaun of the Dead et du comité de surveillance du voisinage de Hot Fuzz. Les robots représentant une société aliénée et privée de son libre arbitre, tels des zombies, et le réseau la quête de perfection et d'uniformité chère au village de Sandford. Thématiquement, The World's End vient donc boucler la boucle de la trilogie. En parlant de boucler la boucle, le barathon va être l'occasion pour chacun des personnages de faire face à son passé, la majorité d'entre eux ayant des problèmes à régler avec cette ville de Newton Haven. Pour Steve par exemple, ce sera l'occasion de retrouver Sam, son amour de jeunesse. Peter quant à lui, va se venger de celui qui le martyrisait pendant son adolescence, clairement pas étranger au profond manque de confiance en lui qu'il caractérise. Bottling up past trauma can lead to inadequate coping strategies in later life. Quant à Andy, son problème avec Newton Haven, c'est Gary lui-même. Il va donc être amené à lui faire face et à affronter celui qui fut son meilleur ami pendant son adolescence. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point les deux personnages représentent les versants opposés d'une même pièce. Gary n'a jamais pu tourner la page sur le passé, là où Andy a tiré un trait sur tout ça, et pourtant, aucun des deux n'est heureux. Il y a un juste équilibre à trouver, être en paix avec son passé tout en acceptant qu'il soit révolu. Mais Gary est loin d'être en paix, et au fur et à mesure que la nuit va avancer, la quête du barathon va devenir de plus en plus obsessionnelle pour lui. We are gonna get to the world's end if it kills us.
Peu importe les obstacles qui se dressent sur sa route, peu importe qu'il risque sa vie et celle de ses amis, ce marathon ne peut rester inachevé. C'est sa raison de vivre et il ne sera pas en paix avec lui-même tant qu'il ne l'aura pas accompli. Ainsi, pendant la confrontation finale entre Gary et Andy, on apprend la vérité derrière toute cette histoire. Après une tentative de suicide, Gary s'est retrouvé interné dans un hôpital psychiatrique et c'est là qu'il a eu l'idée de réunir ses amis. Il s'est donc enfui de l'hôpital pour mettre son plan à exécution et il a fort à parier qu'une fois son objectif atteint, il avait prévu de mettre fin à ses jours. Ce qui est selon moi suggéré par plusieurs éléments. Quelques répliques. It's about closure. That's fucking suicide. I know. Et surtout, l'accoutrement de Gary, similaire à celui qu'il portait quand il était jeune. Wright a en effet affirmé que la raison pour laquelle Gary s'est habillé de la sorte était assimilable à la manière dont certains soldats enfilent l'uniforme et médaille avant de se suicider. Ouais, du coup vous comprenez quand je dis que le film est un peu dark. Dépressif, suicidaire, alcoolique, Gary est donc une âme perdue, et cette nuit c'était pour lui l'occasion de faire un voyage dans le temps. Revivre un ultime moment de bonheur similaire au dernier qu'il n'ait jamais vécu, avant de disparaître définitivement. Mais tout ça ne se passe bien évidemment pas comme prévu, et ce qui représentait à la base une quête suicidaire va finalement l'amener à faire face à ses problèmes. Et donc, après que Gary ait couru après son passé toute la nuit, et ce au sens propre avec sa course folle jusqu'au pub de la fin du monde, le passé le rattrape littéralement quand il fait face à sa version jeune et bien sûr robotique. Le réseau lui propose ainsi de passer le flambeau à cette version parfaite de lui-même, mais contre toute attente, Gary refuse. There's only one Gary King! Le réseau recherche uniformité et perfection, mais Gary ne veut pas faire partie du moule, il ne veut pas être parfait, il veut juste être lui-même. Plutôt que d'intégrer le système, il choisit donc de le foutre en l'air, causant du même coup la fin du monde tel qu'on le connaît. Au final, pour Gary, le seul moyen d'avancer, c'est de faire reculer le reste du monde. I'm sorry. La fin du film est donc douce amère. La fin du monde a eu lieu, mais paradoxalement, les personnages survivants semblent plus heureux. Quant à Gary lui-même, il a enfin trouvé sa place dans le monde. They call me the king. À la base, l'acte 3 du film devait voir Gary King voyager dans le temps et rejoindre ses amis en 1990. Sauf que Wright et Pegg se sont dit que ce serait compliqué d'introduire un tel concept à la fin du film. Ils ont donc décidé de reprendre l'acte 3 à zéro et de créer une nouvelle fin. Tout comme ses grands frères, The World's End est donc un film très riche. À la fois drôle, tragique, intense et franchement original dans son déroulement, c'est selon moi une vraie pépite et la meilleure collaboration de Pegg et Wright. Mais on peut néanmoins comprendre pourquoi cet opus a moins attiré les foules qu'un Hot Fuzz, les thématiques abordées ayant pu déconcerter les spectateurs. Dommage. De manière générale, Wright et Pegg ont pris le parti de surprendre les spectateurs avec ce troisième opus sans jamais céder à la facilité. Et si on retrouve bien sûr des éléments immanquables comme le cornetto, les pubs et la scène de la barrière, on sent qu'ils n'ont pas cherché à suivre aveuglément le cahier des charges imposé par les deux opus précédents, ce qui est tout à leur honneur. D'où l'absence de références cinématographiques omniprésentes. Pour autant, ça n'empêche pas le film de s'inscrire dans la lignée de ses modèles, achevant de faire de cette trilogie un modèle du genre. Bien plus que des comédies loufoques, ce sont des films thématiquement riches et plus profonds qu'il n'y paraît. L'aliénation, la peur de grandir, l'amitié, Les cornettos. autant de thèmes omniprésents au sein de ce qui constitue pour moi une trilogie parfaite. Et dire que tout est parti d'une vanne sur les cornettos. On remarquera d'ailleurs qu'à chaque film est associé une couleur de cornetto différente. Le rouge pour Shaun of the Dead qui évoque le sang, le bleu pour Hot Fuzz, couleur de la police, et donc le vert pour The World's End, une couleur généralement associée aux extraterrestres. Bref, la trilogie cornetto, c'est génial, et en plus ça leur a permis de faire émerger l'un des meilleurs cinéastes contemporains, ce qui fait quand même vachement plaisir. Bref, merci Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, et vivement une nouvelle collaboration. Si elle arrivera très probablement un jour, les trois compères étant tous très attachés les uns aux autres, rien ne laisse à penser que ce sera le cas dans l'immédiat. Wright a en effet une longue liste de projets sous le coude. Il y a déjà Last Night in Soho prévu pour la fin de l'année, un film d'horreur impliquant une histoire de voyage dans le temps, mais aussi la suite de son génial Baby Driver sorti en 2017. Bien évidemment, j'attends ça avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de me soutenir sur Tipeee si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt, salut!